Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette présentation du bulletin 2024 du Haut Conseil breton pour le climat. Donc, plusieurs personnes vont prendre la parole. Je propose qu'on se présente rapidement. Je suis moi-même donc Vincent Dubois, co-président du Haut Conseil breton pour le climat et professeur universitaire N2, géographie et climatologie. Anne-Marie. Alors, je suis Anne-Marie Tréguier, je ne sais pas si... oui, voilà, ça bouge. Pour information, nous sommes... quatre d'entre nous là sommes en rond dans un amphi à la suite de la conférence de presse, et donc avec une caméra qui normalement doit nous suivre. Donc, je suis Anne-Marie Tréguier, océanographe au LOPS, donc à l'IEM à Brest, et je suis avec Vincent, Conseil breton pour le climat. Oui, bonjour. Je suis Philippe Davy, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Observatoire des sciences de l'hiver de Rennes et membre du Haut Conseil breton pour le climat. Et ma spécialité est l'hydrologie, la géomorphologie et donc l'histoire de littoral aussi. Donc, Jean-Pierre, peut-être? Oui, Jean-Pierre Lebouris, chercheur CNRS dans un laboratoire de sciences sociales. Je suis moi-même spécialiste de politique publique et de sciences politiques, en particulier en matière environnementale, de risque et de santé environnement. Sabine? Oui, donc bonjour Sabine Roussel. Je suis professeure à l'Université de Bretagne occidentale et je travaille en biologie marine et en aquaculture. Bien, donc nous vous proposons de débuter cette présentation. François, on peut enchaîner les premières diapositives. Pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel ce bulletin a été préparé, donc c'est le deuxième bulletin du Haut Conseil breton pour le climat. Pour rappel, le Haut Conseil breton pour le climat a été instauré, mis en place début 2022. Donc nous sommes commençons notre troisième année, après près de 2 ans d'existence. Ce conseil consultatif mis en place par la région Bretagne regroupe 20 scientifiques, comme vous l'avez vu dans cette présentation préalable, issus de plusieurs établissements et représentant plusieurs disciplines sur cette question du changement climatique. Alors, dans ce bulletin 2024, nous avons un rappel du fonctionnement du Haut Conseil breton pour le climat et notamment un retour sur le forum que nous avons organisé à Lorient en juin de l'année dernière, un retour également sur un stage qui a été réalisé, financé par le Haut Conseil breton pour le climat, sur une analyse des plans climat, des PCAET bretons, sur la question de l'adaptation. Et nous avons aussi souhaité mettre en exergue, comme l'an passé, 4 thèses qui ont été soutenues en 2023 dans les établissements de recherche, de la région sur cette question du changement climatique. Donc, pour dire que ce bulletin couvre tous ces aspects-là, et donc le dossier cette année porte sur le littoral breton, donc le littoral breton face aux défis climatiques. Donc, c'est le produit de l'ensemble du travail réalisé depuis 2 ans par le Haut Conseil breton pour le climat et plus spécifiquement son groupe de travail littoral qui, depuis 2 ans, a auditionné, a écouté à la fois des acteurs, des scientifiques, dont toute une série de personnes que nous souhaitons ici remercier pour les informations qu'elles ont pu nous fournir et donc à partir desquelles nous avons construit ce bulletin 2024. Donc, le premier élément que nous souhaitons mettre en avant dans cette présentation, c'est que, comme tout le reste de la région, le littoral breton se réchauffe. Donc, il est marqué par un climat, certes, qui est spécifique. Il est à la fois moins froid et moins chaud, dans le sens où les températures, quand elles sont basses en Bretagne, elles sont un peu moins basses sur le littoral. On a un nombre de jours de gel, par exemple, plus faible sur le littoral que dans l'intérieur. Et quand il fait chaud sur la région, il fait souvent aussi un petit peu moins chaud sur le littoral. Le nombre de jours chauds dépasse rarement 20 en moyenne par an, alors qu'on a souvent plus de 40 ou 50 jours chauds en moyenne par an dans l'intérieur de la région. C'est aussi un littoral qui est moins arrosé et plus venteux. On a une fréquence des vents forts, alors des tempêtes, mais pas que, plus importante sur le littoral par rapport à l'intérieur. Cette image satellite vous montre également le fait que lors des situations d'été ou de printemps, on a assez souvent l'intérieur de la région qui est couvert par les nuages. Vous voyez, c'est ces petits pointillés blancs qui représentent des petits cumulus, qui représentent la convection qui se développe sur les continents pendant la journée, du fait de l'échauffement de ce continent. Alors que le littoral, l'air qui vient de la mer, apporté par ce qu'on appelle la brise de mer, a tendance à dégager
changer légèrement le trait de côte par rapport à l'intérieur. Donc, on a une spécificité du climat régional qui subsistera dans le futur, qui gardera ses traits à la fois plus tempérés, avec moins d'excès chaud et froid, mais qui sera tout de même marqué par le changement climatique. Et donc, on peut illustrer ceci avec la diapositive suivante, qui concerne l'évolution du courant. Oui, donc en particulier, le changement climatique, ça induit un réchauffement. On a bien vu que le littoral n'est pas à l'abri des jours très très chauds pendant l'été 2024, hein, avec des températures records atteintes dans le Nord Finistère. Et cependant, on entend parler du Gulf Stream qui pourrait s'arrêter et pourrait refroidir la Bretagne. Alors, nous nous sommes penchés sur la question. Donc, l'autorité en la matière, c'est le rapport du GIEC qui est sorti en 2021 et dans lequel une compilation d'études a été faite. Et nous, donc, en tant que HCBC, nous nous en tenons à ce rapport et nous pensons qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui, malgré des recherches scientifiques actives et des publications parfois un peu sensationnalistes qu'on a pu trouver dans la littérature ces derniers mois. Donc, le schéma là explique un petit peu que d'abord, quand on parle d'un courant chaud qui amène de la chaleur au large de la Bretagne, on ne parle pas vraiment du Gulf Stream. Le Gulf Stream, comme vous le voyez là, il est au large des côtes américaines et fait partie d'un grand tourbillon, le gyre subtropical. Et ce qui amène de l'eau chaude au nord de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique, qui est une branche, en fait, qui part du Gulf Stream, mais qui va vers les côtes européennes et les mers nordiques. Et c'est une partie d'une boucle de circulation qu'on appelle la circulation thermohaline méridienne, représentée ici par l'aller qui est des eaux chaudes et le retour qui est des eaux froides. Ce que nous dit le GIEC, c'est que cette dérive nord-atlantique et cette circulation donc méridienne s'affaiblissent, vont continuer à s'affaiblir dans le futur, donc avec des affaiblissements de l'ordre de 25 à plus de 30% selon les scénarios d'ici la fin du siècle. Mais cet affaiblissement est pris en compte dans les modèles utilisés pour les projections climatiques, et les projections climatiques nous disent bien que l'Europe va continuer à se réchauffer jusqu'à la fin du siècle. Donc, oui, la dérive nord-atlantique se ralentit, mais non, on ne prévoit pas que ça va refroidir l'Europe, du moins jusqu'à la fin du siècle. Après, au-delà, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a de grosses incertitudes sur le devenir de cette circulation océanique. Mais ce sont quand même des processus lents. Et donc, ce qu'a conclu le GIEC, c'est que pour le moment, on n'a pas de raison de penser à un arrêt brutal, en particulier, surtout pas un arrêt brutal qui serait imminent, qui se produirait au cours de ce siècle. Donc, l'Europe continuera de se réchauffer pendant le siècle en cours. Sabine? Oui, et en plus de ces phénomènes qui sont décrits, il y a, il y a bien le réchauffement. Il y a un deuxième effet qui est l'acidification des océans. Et donc, il y a des études qui sont menées actuellement par rapport à ça et qui montrent que notamment il y a des organismes dans le milieu marin qui risquent d'être fortement impactés, notamment tous les organismes calcifiants, donc qu'on peut retrouver. Alors là, j'ai mis des exemples, ce qu'on peut avoir sur nos côtes en Bretagne, que sont les huîtres par exemple et les ormeaux. Alors en sachant que tous les stades ne seront pas impactés de la même manière, c'est sûr que les adultes a priori sont moins sensibles. Par contre, les stades juvéniles, comme les images que vous pouvez voir ici à droite, en fait, on observe beaucoup plus de mortalité. Également, la coquille qui est plus dégradée, vous pouvez voir sur l'image là, en bas à droite. Et on voit aussi des animaux présentant plus de malformations. Voilà, donc ces jeunes stades sont a priori, donc de l'ensemble des organismes, notamment les organismes calcifiants, on va retrouver ces organismes soumis a priori quand même à des stress beaucoup plus importants au niveau de leur environnement. Également, oui, ce qu'on commence déjà un peu à voir, mais avec le réchauffement, cela risque fortement d'impacter les algues, qu'on peut également retrouver au niveau de la côte bretonne.
Alors pareil, c'est plus au niveau des populations qui risquent de changer que les algues disparaître, mais en tout cas, les populations risquent d'évoluer parce que pour certaines, on commence à être en limite de température par rapport à ce qu'elles peuvent supporter. Voilà, mais globalement, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est compliqué pour les scientifiques d'évaluer les conséquences, parce que dès qu'on commence à travailler sur les écosystèmes, on est sur des problématiques complexes avec beaucoup d'interactions, donc prévoir en avance, c'est quasiment impossible. Voilà. Mais a priori, ce vers quoi quand même on s'oriente, c'est qu'on pourrait voir une chute de la biodiversité marine qui pourrait se produire en plus déjà de la chute de la biodiversité qu'on peut voir actuellement. Donc ça va venir compliquer encore plus la situation pour ces organismes marins. Alors, on ne peut pas aborder la question de l'impact du changement climatique sur le littoral sans penser niveau de la mer, et donc la mer monte clairement. Ce que nous avons voulu mettre en avant dans notre bulletin, c'est le fait que cette hausse est inéluctable. La hausse du niveau de la mer est un processus à retardement et que clairement, elle atteindra ou dépassera 2 mètres. La question n'est donc pas est-ce qu'on va avoir 2 mètres de plus, mais quand on aura 2 mètres de plus. Et le niveau de nos émissions futures détermine le rythme de l'élévation. C'est-à-dire que plus on émet, et plus cette élévation va se produire vite, peut-être dès le siècle prochain, 2 mètres dès le siècle prochain, et moins on émet, et plus on repousse cette échéance vers des siècles suivants, 2300 ou plus tard. Donc, on voit l'importance de la baisse des émissions pour ralentir le phénomène et nous aider à nous y préparer et à nous adapter. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur la hausse du niveau de la mer. C'est inéluctable, mais exactement de combien et à quel moment. Et les plus grandes incertitudes vont venir de la fonte des glaces continentales du Groenland et de l'Antarctique. Donc, on a trouvé intéressant de souligner dans ce bulletin qui est sur la Bretagne, de souligner le caractère global de ce phénomène de la montée du niveau de la mer et du fait que ce qui va se passer sur nos côtes bretonnes, eh bien, ça dépend de ce qui se passe là actuellement dans le Groenland et l'Antarctique. Sur la figure, vous avez 2 cartes qui sont des observations par satellite de la baisse du volume des glaces au Groenland et en Antarctique. Donc, on voit que cette baisse du volume sur la décennie récente se passe plutôt au bord, hein, c'est là que ça fond le plus. Et c'est la rapidité de cette fonte dans le futur qui est la plus grande source d'incertitude donc, sur la montée future, le rythme de montée future du niveau de la mer. Alors, la mer monte et le changement climatique posent aussi la question de l'évolution future des tempêtes. Alors, j'en profite pour faire passer une information que j'ai oublié de vous donner au début de ce webinaire. C'est que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat à placer les questions et nous y répondrons à la fin de cette présentation. Donc, un point important concernant les tempêtes, pour nous, était de rappeler un petit peu quel est le mécanisme à l'origine des tempêtes, d'où elles viennent, comment elles se forment. Donc, les tempêtes qui arrivent sur la Bretagne se forment sur l'Atlantique Nord et résultent d'interactions assez complexes entre ce qui se passe dans les basses couches, hein, le rapport entre les masses d'air qui descendent des pôles et celles qui remontent des tropiques, et puis ce qui se passe plus haut en altitude, ce qu'on appelle les courants de jet. Et donc, en fonction de ces interactions, on voit qu'on a une très grande diversité, en fait, à la fois des trajectoires et des intensités des tempêtes. L'image satellite que vous voyez ici rappelle par exemple l'événement Ciarán qui a frappé la Bretagne début novembre 2023 avec des rafales de vent importantes et des dégâts importants sur la région. Mais en fait, chaque tempête est un petit peu un événement particulier avec une trajectoire particulière et des intensités de vent qui ne sont pas forcément toujours les mêmes aux mêmes endroits. Et cette diversité-là, elle est en partie modulée par des indicateurs de grande échelle. Alors, un qui est important pour notre région, c'est ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, c'est-à-dire en gros la différence de pression qui existe entre l'Islande et les Açores ou Gibraltar. Et le graphique en bas à droite montre comment
les barres vertes qui représentent le nombre de tempêtes qui frappent la région Bretagne correspond en partie avec l'intensité de cet indice de NAO qui est la courbe en rouge. Et donc on voit qu'on a des phases de NAO positives avec un indice important et avec une fréquence plus importante des tempêtes, et puis des périodes au contraire où c'est un petit peu plus bas pour l'indice NAO et pour le nombre de tempêtes. Donc ce sont finalement un ensemble de données assez complexes qui expliquent pourquoi est-ce qu'il est difficile d'établir des tendances. Dans le dernier rapport du GIEC, la seule tendance jugée significative qui a été relevée est une remontée légère vers le nord des trajectoires. Et pour le futur, eh bien, on a pas mal de difficultés à anticiper comment cela évoluerait du fait de cette dimension un peu multiparamètre. Interaction entre les différentes latitudes, entre les différents niveaux atmosphériques, et puis une difficulté supplémentaire qui est le fait que la résolution actuelle des modèles globaux permet difficilement de savoir comment ces tempêtes à la fois se déplaceront et se creuseront, et donc auront une intensité plus ou moins importante sur la région. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne vont pas disparaître et que donc leur impact conjugué à la hausse du niveau de la mer qui vient d'être présentée, aura des conséquences importantes sur le littoral. Alors, le recul du littoral, c'est la question pour tous ceux qui ont une maison secondaire au bord de la mer. De combien ça va bouger? D'abord, si on lit le rapport du GIEC, c'est une certitude, la montée du niveau de la mer s'accompagnera d'un recul du littoral. Par contre, les mécanismes sont complexes et on a beaucoup moins de certitude sur cette partie des conséquences du changement climatique qu'on peut en avoir, par exemple, sur la montée du niveau global de la mer. Et encore, Anne-Marie vous a expliqué qu'on avait beaucoup d'incertitudes. Alors, d'abord, indépendamment du fait que la mer monte ou pas, le littoral est naturellement mobile. Et cette interface entre la terre et la mer, c'est une interface qui bouge. Si on regarde les données actuelles, parce qu'il y a un suivi maintenant qui se fait, notamment parce que c'est une zone extrêmement occupée, il y a un suivi en fait de l'érosion des côtes. Et quand on regarde sur la carte la manière dont les côtes bretonnes varient, que ce soit des plages de sable ou que ce soit des falaises ou que ce soit des pointes rocheuses, on voit qu'on a quand même globalement un retrait. Et le retrait, il peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres par an, voire plus d'un mètre par an. Mais il y a une forte variabilité. Donc, les épisodes de retrait, si vous regardez la photo que vous avez et que j'ai prise sur la plage près de la Torche, dans le sud-ouest de la Bretagne, on a eu une érosion de la dune qui a été énorme, qui a été de plus d'un mètre, voire 2 mètres d'érosion, à un moment donné, qui était la combinaison d'une tempête et d'une marée haute, d'un coefficient de marée extrêmement important. Donc, c'est la combinaison de ces facteurs qui fait beaucoup le recul, et on peut avoir un recul très, très fort en quelques heures, et puis plus rien après pendant plusieurs années. Donc, c'est un phénomène qui est quand même épisodique, qui est variable dans le temps, et qui est aussi variable dans l'espace. Ça dépend de la manière dont ça se fait. Donc, globalement, l'érosion, elle est quand même relativement importante sur l'ensemble, que ce soit les côtes à falaises ou que ce soit sur les dunes, les plages de sable qu'on a. Et on a en plus un deuxième facteur qui joue, alors, qui est le fait, donc, d'une part, on va anticiper une montée du niveau de la mer. Alors, il y a quelques modèles qui essayent d'évaluer quelles vont être les conséquences d'une montée du niveau de la mer. C'est beaucoup débattu dans la communauté scientifique, mais en gros, la limite terre-mer recule plus vite et reculera plus vite que la montée du niveau de l'eau, quels que soient les modèles qui sont établis. Et on a un deuxième phénomène en Bretagne qui joue, c'est que la terre descend. Pour des raisons qui sont liées en fait à la fonte de la calotte glaciaire au niveau de la Scandinavie. La Scandinavie a de la chance, la côte monte, ce qui fait que eux, finalement, ils sont pas tellement affectés par une augmentation du niveau de la mer. Par contre, nous, à cause de l'élasticité de la côte terrestre, on est dans une zone où on a plutôt tendance à avoir une subsidence, c'est-à-dire qu'une terre qui descend. Donc, on a le double effet, et les derniers papiers montrent que
l'évolution, la hauteur, la montée du niveau de la mer est à peu près équivalente en valeur à la descente du niveau de la Terre. Donc il y a un double impact qui va se jouer et qui va en fait conduire à une érosion accrue du littoral breton sur des mécanismes qui sont des mécanismes qui touchent, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois aux problèmes océanographiques, montée du niveau de la mer, mais aussi aux problèmes atmosphériques, c'est-à-dire la fréquence des tempêtes et les possibilités d'avoir cette combinaison entre des grands épisodes de marée et des tempêtes. La suite. Ça ne bouge pas? Ça y est. Donc, la question de l'adaptation est une vraie question dans ce contexte. Donc, comme je vous le disais, la population au niveau du littoral, elle a augmenté très fortement au 19e, surtout 20e siècle. Et donc, se pose vraiment la question d'occuper un espace qui est un espace mobile. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de penser que l'homme est plus fort que la nature et donc fixer la nature. Donc, on va construire des digues, on va construire tout un certain nombre d'épis qui vont en fait avoir pour objectif d'empêcher le littoral de reculer. Alors, il y a une double conséquence à ça. La première, c'est que vous augmentez le risque. Imaginez, vous avez une digue qui vous protège des marées hautes. Quand la digue casse, tout le monde connaît les exemples de la Feut-sur-Mer, etc. Quand la digue casse, il y a un risque encore plus élevé. Et la deuxième chose, c'est que quand vous protégez quelque part, en fait, vous altérez le fonctionnement du système naturel. Et là où vous empêchez l'érosion, vous allez entraîner une érosion plus rapide à proximité de l'endroit où vous trouvez. Donc, il y a beaucoup de fausses bonnes idées qui sont des idées de protection et qui entraînent ce qu'on appelle la maladaptation à ce phénomène d'érosion du littoral. La deuxième possibilité, c'est de subir, c'est-à-dire de laisser la mer reprendre son espace ou d'avoir des zones en fait qui sont des zones tampons entre terre et mer où que la mer va envahir. En Bretagne, on a les marées, donc c'est pas à tout moment de la journée, mais que la mer peut envahir. Donc c'est le cas d'un certain nombre de polders qu'on a et qu'on a laissé en fait, dont la digue avait cassé, qu'on a laissé envahi par la mer. Donc ça, c'est subir et adapter, ou alors adapter le bâti au fait que de temps en temps, effectivement, on peut avoir des épisodes de submersion marine. Et la troisième possibilité, c'est de reculer, c'est-à-dire accepter la perte des terres et mobiliser. Alors là, ça pose des vraies questions, mais notre collègue nous en parlera tout à l'heure. C'est mobiliser du foncier si on souhaite avoir une relocalisation. Dans tous les cas, il y a une stratégie d'adaptation qui est nécessaire de penser et de bien évaluer pour éviter en fait d'avoir de rentrer dans des processus qui ne régleraient aucun problème. Ensuite. Jean-Pierre. Oui, merci. Donc, dans le cadre de ce bulletin 2024, on s'est également intéressé aux questions de perception, notamment des phénomènes que mes collègues viennent d'évoquer, c'est-à-dire comment s'opère l'appropriation de ces évolutions, de ces mutations liées au changement climatique. Alors, très rapidement, ce que l'on a noté alors, par un travail à la fois d'enquête, il y a eu un certain nombre de rencontres avec des populations, des élus, des acteurs du littoral, évidemment, l'utilisation de la littérature et des connaissances qu'on a sur cette façon d'approprier, de percevoir le changement climatique en lien avec le littoral. On s'aperçoit que si on explore cette connaissance de la montée du niveau de la mer, on a en fait des perceptions parmi les acteurs locaux assez divergentes dans leur rapport au temps. Donc très rapidement, on peut dire que finalement le temps géologique, cette idée d'anthropocène qui maintenant est bien diffusée, en tout cas dans le milieu scientifique, constitue en fait des échelles de temps qui sont assez peu familières au niveau local. Elles existent, tout le monde les connaît, mais en même temps, elles sont extrêmement, on va dire, distantes par leur ampleur. On a un second
type de rapport au temps qui est identifiable, qui est le temps vécu des phénomènes, c'est-à-dire que par les populations elles-mêmes, comment on se repère dans ces transformations. C'est tout simplement par l'observation du milieu avec justement une échelle de temps qui varie sur une ou deux générations, c'est-à-dire ce que l'on observe et ce que la génération juste antérieure a pu noter, et donc un rapport voilà, sur un pas de temps beaucoup plus limité évidemment que celui du temps géologique. Et enfin, une troisième rapport au temps qu'on observe aussi qui est juxtaposé aux deux précédents, qui est le temps de l'action, c'est-à-dire notamment des décideurs locaux, mais aussi des professionnels, c'est-à-dire ceux qui doivent agir dans l'immédiateté. Donc c'est aussi le mandat des élus qui sont à la manœuvre sur ce type-là de réponse. Et là aussi un temps, alors, pour le coup, beaucoup plus limité, beaucoup plus serré dans les conséquences perçues. Alors, cette juxtaposition des différents rapports au temps, des perceptions des échelles temporelles, se retrouve également dans, on va dire, la perception de l'accélération, puisqu'on sait qu'il y a une augmentation de la fréquence des événements, notamment extrêmes, mais aussi de constat très rapidement. On voit que la perception en termes de temps long, c'est-à-dire effectivement ce temps des processus qui s'étendent sur des durées importantes, peut être un argument pour l'inaction, c'est-à-dire qu'il y a aussi une mobilisation de la lenteur de ces processus pour dire, ben voilà, on peut attendre, c'est pas encore d'actualité. Et inversement, en façon un peu aussi paradoxale, et c'est évidemment intéressant de voir que quand on se situe dans un temps très court de l'immédiateté, c'est aussi le temps de l'urgence et le temps de la possibilité, alors par des opportunités, par vraiment la nécessité d'agir. C'est un temps aussi immédiat. Donc il y a ce jeu qui s'observe dans le littoral autour de ces perceptions assez variées des processus et du temps qu'on voulait mettre en avant évidemment avec les approches de sociologie et de sciences sociales. Planche suivante. Alors également une autre façon d'aborder dans le cadre de ce bulletin et puis des travaux du HCBC la question du littoral. Est-ce qu'on peut changer la planche? C'est celle on va dire du gouvernement même de ces processus et donc des politiques. Alors, de façon très générale, on peut appeler les politiques du littoral, mais qui sont extrêmement variées, puisque quand on parle de politique du littoral, on parle à la fois des politiques de protection, on va dire initiales, qui étaient sur la protection de la nature, le Conservatoire du littoral en 1975, mais aussi la loi littorale de 1986. Donc, plutôt des politiques initialement de protection de la nature, ensuite des politiques qui sont aussi sur le littoral, mais qui étaient plutôt sur, on va dire, la prévention des risques, alors tout ce qui était post-Xantia, c'est-à-dire l'idée que on doit aussi protéger et gérer le risque parce qu'il est de plus en plus présent et il a des conséquences. Et troisième type de politique du littoral qui s'est rajouté, il y a une sorte d'accumulation de couches, toutes celles qui sont autour maintenant du changement climatique, puisque la loi climat et résilience de 2021 vient encore, on va dire, développer des dispositifs, notamment des plans d'adaptation, tout ce qui est relatif à la nécessité de s'adapter au changement climatique, qui ne supprime pas les précédentes, mais qui vient constituer justement un corpus maintenant assez massif de règles, de réglementations, d'institutions, qui énonce des principes de protection du littoral. Donc on a ce corpus, en droit de l'environnement, on a toujours des règles qui existent, qui sont fortes, mais deuxième point, c'est aussi un peu l'état des connaissances que l'on souhaitait faire et sur quoi on voulait mettre, grâce auquel on voulait mettre l'accent sur un point en particulier, c'est que la mise en œuvre de ces règles, de ce corpus vraiment très conséquent, pose question, puisque ce que l'on observe, c'est aussi un ensemble de compromis, d'équilibre qu'il est nécessaire de trouver au niveau local entre, d'une part, la protection, la gestion du risque, mais aussi, et toujours, la nécessité du développement, à la fois économique, urbanistique, qui demeure. On n'est pas dans une politique de protection totale, on est dans un compromis permanent avec la nécessité, ou alors la nécessité perçue localement du développement des territoires, ce qui veut dire aussi mettre ces territoires aussi les rendre plus exposés aux aléas et aux dangers. Donc on a un ensemble de régimes dérogatoires qui font que on a à la fois la réglementation, la politique nationale littorale, et en même temps ces dérogations
qui vise à assurer le développement des villes et notamment aussi des ports en Bretagne. Alors avec un risque important, qu'on tenait à souligner dans le cadre de ce bulletin, qui est celui du court-termisme, c'est-à-dire que si ces intérêts de développement urbanistique, économique l'emportent sur, on va dire, la gestion raisonnable du risque, on peut faire passer d'abord, finalement, ces intérêts socio-économiques immédiats avant la prise en considération alors, là aussi des coûts socio-économiques, mais beaucoup plus larges, qui peuvent s'accumuler au cours du temps par l'exposition à des dangers qui, évidemment, comme on l'a vu, ne va pas manquer de survenir dans les décennies et le siècle à venir. Alors, dans ce cadre-là, et pour résumer aussi très, très rapidement, ce qu'on observe, alors, dans le bulletin, c'est développé davantage. Bon, on a des politiques à la fois d'État, que j'ai un peu résumées là, sur la réglementation et la législation. On a des collectivités territoriales locales, les EPCI, les établissements publics de coopération, donc les communes et leurs groupements, qui mettent en place des politiques d'urbanisme, de planification urbaine. Et entre les deux, on voit que la région Bretagne, alors assez récemment, puisque c'est à partir de février 2024, a commencé à définir une politique, on va dire, explicite dans ce domaine-là, qui est plutôt une politique d'accompagnement. Alors, ce n'est pas une politique qui prend position, on va dire, du côté de la précaution, de la sécurité des populations, de la prévention du risque, ni d'ailleurs du côté du développement, mais qui essaie d'accompagner les EPCI en particulier, les communes, dans leur évolution. Donc, pas d'arbitrage, on peut dire très fort, entre le court terme et le long terme, mais plutôt une volonté d'accompagnement. Alors, évidemment, on peut regretter qu'il n'y ait pas une voie plus forte, notamment de la région Bretagne, sur cet arbitrage, hein, entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais en tout cas, c'est le choix qui a été fait et qui explicite en tout cas un certain nombre d'orientations, mais assez générales. Donc on est toujours dans une certaine continuité de ces politiques, on va dire depuis l'origine, où on affirme des principes, on laisse place à des dérogations, et quelque part, on décide un peu au cas par cas, ce qui peut être aussi un problème. Nous avons voulu aussi avoir un article qui permette à tout public de s'approprier ces questions et de contribuer à la recherche dans ce domaine. En effet, les observations sur les littorales se prêtent particulièrement bien aux sciences participatives, aux projets de sciences participatives, c'est-à-dire des projets par lesquels les citoyens peuvent réaliser eux-mêmes des observations et contribuer ainsi à la recherche. Donc, un exemple qu'on a pris sur cette photo, c'est celui de l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais, où on peut faire donc des photos avec un téléphone portable pour surveiller des phénomènes d'érosion localement. Et il y a d'autres exemples. Et donc, dans notre littoral, face à ces défis, on encourage vraiment tous les citoyens à s'approprier ces projets de sciences participatives pour venir en appui aux recherches qui vont à leur tour permettre aux acteurs de mieux appréhender les risques à venir. La suivante. Alors, pour conclure, en fait, on souligne que face à ces défis, face à ces défis qui pèsent sur le littoral, la Bretagne doit se projeter vers une nouvelle économie bleue, c'est-à-dire qu'il faut passer à une logique de croissance bleue, à une logique d'économie bleue durable, ce qui est ce que nous recommande l'Europe dans un rapport de 2021. Et pour cela, rompre avec la logique de croissance qui conduit toujours à surexploiter les ressources, mais d'explorer davantage de pratiques alternatives et de les généraliser, hein, que ce soit en termes d'agroécologie ou que ce soit en termes d'énergie renouvelable, de récupération, etc. Cependant, nous constatons que les conditions de mise en place d'une mutation économique d'ampleur ne sont pas encore réunies aujourd'hui. Je crois que si chacun peut le noter aussi. Et du coup, pour avancer, il faudra d'une part des dispositifs d'incitation forts mis en place par les pouvoirs publics,
Mais en tant que scientifique, ce sur quoi nous voulons insister, c'est qu'il faut continuer à observer et à surveiller les milieux littoraux et si possible de la manière la mieux coordonnée possible à l'échelle régionale, puis nationale et internationale, et que davantage d'outils de suivi et de connaissances doivent contribuer d'une part à la recherche, mais aussi à la sensibilisation et à l'éducation. Donc, pour conclure, je vous invite à notre prochaine étape, qui est le forum Climat et Territoire, qui se déroulera à Brest le 23 mai. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a un lien d'inscription donc sur le site, les pages web du Haut Conseil breton pour le climat, qui sont sur le site de la région Bretagne. Ce forum, donc, pendant toute la journée, sera consacré au littoral breton face aux défis climatiques, avec 2 tables rondes le matin. L'une sur la montée du niveau de la mer, les risques de submersion et d'érosion, et l'autre sur les risques liés au réchauffement et à l'acidification. Et l'après-midi, des ateliers interactifs. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à Brest le 23. Donc maintenant, nous donnons la parole donc, aux questions. Alors, je ne sais pas, Vincent, si Alors, nous allons commencer par les questions dans le chat. il y a des questions dans le chat et notre collègue Laurent Labéry a commencé à répondre à certaines d'entre elles. Donc, la première question concerne les travaux qui sont réalisés dans un certain nombre de ports bretons, modernisation, extension. Il est fait mention notamment celui de Brest. Et donc, dans quelle mesure les travaux du HCBC sont pris en compte pour définir ces programmes de travaux et d'anticipation de l'élévation du niveau de la mer? Qui veut répondre? En fait, là, c'est une question qui se pose beaucoup au niveau national. Et autant jusqu'à présent, ça n'avait pas été, enfin, la politique nationale avait un peu un retard sur les résultats scientifiques, autant je pense que actuellement, ce retard est en train d'être rattrapé et que la législation, la politique nationale d'adaptation va se baser sur des prévisions plus récentes et réactualisées d'élévation du niveau de la mer. Donc, ce n'est pas des prévisions du Haut Conseil breton pour le climat. Hein. Nous ne faisons que nous appuyer en fait sur des travaux qui sont menés à l'échelle internationale et déclinés à l'échelle nationale, en particulier par des organismes comme le BRGM, le CEREMA ou le CHOM. Donc, le Haut Conseil breton pour le climat ne fait pas partie des organismes qui sont directement sollicités sur des projets particuliers. Voilà, tout à fait. Je pense que Je peux intervenir là. Rapidement, enfin, on va tâcher de Très rapidement, simplement pour signaler que avec la loi climat et résilience, le CEREMA a été missionné pour chaque commune du territoire marin à cartographier l'impact d'une montée du niveau de la mer à 1 mètre en fin de siècle et en affichant avec les bâtiments concernés. Et donc, cette information va être disponible dans les prochains mois autour de la côte. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas donnée. Merci, Laurent. Merci Laurent. La deuxième question concernait la hausse du niveau de la mer par rapport à la subsidence et la fonte, mais je crois que la réponse était dans le chat, sauf si c'est Nicolas Perrin, je crois, qui avait posé la question, mais on a eu des éléments de réponse. Et la réponse, c'est que les questions de subsidence à l'échelle globale sont prises en compte dans les prévisions globales. Et en fait, c'est la compensation des différents phénomènes, enfin le fait qu'il y a des variations sur le globe dans la montée du niveau de la mer, et il y a aussi des variations de la subsidence terrestre. Mais c'est ce qui fait finalement qu'au final, en Bretagne, ça monte à peu près comme le niveau global tel qu'il est projeté, en fait. C'est la combinaison des 2 phénomènes qui aboutit à ça. Ceci dit, la subsidence, pour avoir travaillé un peu dessus, elle est pas bien mesurée parce que elle est actuellement mesurée par des données GPS absolues ou des données satellitaires type radar. Mais on constate en fait qu'il y a une cyclicité sans doute liée à des phénomènes hydrologiques et qui rendent difficile en fait une projection sur le long terme de ce paramètre.
Alors après, on a une question. Pouvez-vous préciser pourquoi la Bretagne sera moins arrosée? Alors, s'il s'agit de la pluviométrie, c'était pas trop l'objet de ce bulletin-là. Et l'évolution des précipitations pour le futur. Donc, pour l'observation à l'heure actuelle, les précipitations ont plutôt tendance à augmenter légèrement. Et pour le futur, ce qui dégage de la tendance des modèles, c'est une poursuite légère de l'augmentation des précipitations en hiver et plutôt une baisse en été. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon, j'enchaîne sur la suivante. Il y avait la question peut-être d'Olivier Lozagmer, mais qui Vas-y. est pour Jean-Pierre, je pense. Alors, je ne sais pas si Olivier veut poser lui-même sa question ou si on la lit. On peut me dire pour la précipitation, hein, les arrivées de cet hiver, par exemple, n'étaient absolument pas programmées. Les modèles sont encore très mauvais pour la précipitation. Olivier? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, très bien. Très bien. Oui. Oui, non, c'était juste une précision sur la question des résidences secondaires, puisqu'elle avait été abordée vraiment par détour. Et c'est un vrai problème qui va aussi se poser devant nous, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a une volonté, en tout cas des propositions, de distinguer résidence principale, résidence secondaire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose ou une bonne chose, je ne juge pas. Mais en tout état de cause, comme les quelques chiffres que l'INSEE Bretagne a d'ailleurs rappelé hier, qui datent d'un an, quasiment 43% en tout cas des résidences secondaires bretonnes sont très proches de la mer et sont détenues par des gens qui habitent en Bretagne. Et donc, c'est quand même un vrai problème breton, du coup, hein. On dit souvent les Parisiens, mais bon, il y a 30% de résidences secondaires aux Parisiens, mais qui appartiennent aux Parisiens. Mais voilà, elles sont d'abord aux Bretons, ces résidences secondaires en bord de mer en Bretagne et plutôt proches de l'eau. Donc, c'est un vrai défi aussi que nous avons devant nous. Mais voilà, c'était juste, je voulais préciser ça par rapport à la petite évocation qui en avait été faite tout à l'heure. Merci. Alors, Jean-Pierre? Non, mais il n'y avait pas de question, hein, rien à rajouter, mais il y avait juste dans le terme, il était indiqué que ne pas indemniser les propriétaires des résidences secondaires. Alors évidemment, le terme d'indemniser, je ne sais pas si ça renvoie à la fois à l'assurance ou à certains types d'aides publiques, mais on voit, alors, on avait déjà eu la question il y a pas très longtemps sur, on voit que certains assureurs maintenant désassurent, en fait, n'assurent plus dans certaines communes. L'exemple était celui des Sables d'Olonne, par exemple. Et donc, effectivement, c'est une tendance. Donc, alors que ce soit en discussion de façon plus générale, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ça a l'air d'aller dans le sens de l'histoire, en tout cas de la prise en compte par les assurances et par l'État aussi en parallèle de ce risque accru. Des questions sur le niveau de la mer que Bon, tu peux je peut-être peux reprendre les questions sur le niveau de la mer. Donc, le rapport du GIEC estimerait à plus de 2 mètres l'élévation du niveau de la mer avec un réchauffement de 1,5 en 2050. Non, heureusement. En fait, on estime plutôt à de l'ordre de 1 mètre en fin de siècle au maximum si on est sur un scénario pas très vertueux. Si on arrive à limiter le réchauffement à 2 degrés, ça veut dire qu'on retarde beaucoup ce plus 2 mètres. On le retarde au-delà de 2300. Donc, en fait, là, du coup, si on arrivait à être vertueux et à limiter nos émissions très rapidement, on sait qu'on aura 2 mètres, mais on aura des siècles pour s'y préparer. Donc, c'est bien tout l'enjeu, en fait, d'essayer de limiter les émissions. Alors, pardon? Avec le schéma vertueux, il est temps d'admettre que le schéma 1,5 à 2 degrés en fin de siècle, pour l'instant, on n'a absolument pas les conditions de l'atteindre. Non, mais par contre, même sur du non vertueux, disons que la meilleure prévision serait plutôt autour de 80 cm 1 mètre. Et sachant qu'on ne peut pas exclure quelque chose qui serait catastrophique et qui conduirait à de l'ordre de 2 mètres en fin de siècle, alors pas en 2050, hein, ce sera en fin de siècle, en 2100, mais cette hypothèse assez catastrophique, en fait, est tellement justement extrême qu'on ne peut pas lui assigner une probabilité. C'est représenté sous une forme d'une courbe en pointillé dans le rapport du GIEC parce qu'on ne peut pas lui mettre une probabilité. Donc, au sujet de la circulation méridienne de retournement, il y avait une question concernant une étude qui est parue début février. Alors justement, c'est l'étude sur laquelle on s'est un peu penché pour se dire qu'est-ce qu'on écrit dans notre bulletin. Et en fait, nous, notre point de vue, hein, en tant que au Conseil breton pour le climat, et puis c'est beaucoup Laurent et moi qui avons échangé à ce sujet,
c'est que cette publication-là, en fait, elle se base sur une étude très idéalisée où en fait on prend un modèle à l'ère pré-industrielle, on met pas du tout l'effet de l'homme, on fait pas réchauffer le climat, on n'augmente pas le CO2, et puis on force un arrêt de cette circulation méridienne de façon un peu violente en faisant fondre le Groenland de 10 fois plus vite que prévu. Donc ce sont des études qui sont intéressantes parce qu'elles étudient un par un les phénomènes, c'est-à-dire que là on n'a fait qu'une seule chose, c'était arrêter la circulation. Mais ça ne peut pas vraiment nous renseigner sur ce qui se passe actuellement, où on est dans un contexte de réchauffement. Donc la réponse est non, on pense que cette étude ne remet pas du tout en cause le rapport du GIEC de 2021, et donc on reste en fait c'est le discours en fait du GIEC du rapport de 2021. Je peux rajouter un tout petit quelque chose, tu m'interromps si je suis trop long. Simplement, je voudrais dire que, par exemple, tous les épisodes d'eau et de chaleur qu'on a cet hiver montrent qu'en fait, il n'y a qu'une partie des transferts de température des basses latitudes vers les hautes latitudes qui sont liés à l'océan, et il y a une grosse partie qui vient directement de l'atmosphère, et là, actuellement, notre humidité, elle vient et chaleur, elle vient directement des très basses latitudes par l'atmosphère et même du Pacifique par El Niño. C'est-à-dire que la chaleur transportée par l'océan, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Donc elle diminue un petit peu, mais ça ne change pas le reste de l'histoire. Et au contraire, ça veut dire que les basses latitudes atlantiques restent plus chaudes et qu'il y aura plus de chaleur transmise par l'atmosphère vers nos latitudes. Merci Laurent. Donc on a une question pour Sabine de Romain Roux. Je ne sais pas, Romain, si vous voulez poser vous-même votre question. Non, c'est très bien. Si Sabine peut y répondre, ça me va très bien. Donc, je ne sais pas si tu vois la question, Sabine. Oui, oui, donc la question c'est la relation donc entre l'acidification des océans et la menace que ça peut représenter pour la filière ostréicole et conchilicole. Alors, par rapport à l'acidification, moi, ce qui est prévu en 2050, même dans les scénarios où on émettrait beaucoup de gaz à effet de serre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait un agent stressant supplémentaire par rapport à ce que la filière ostréicole peut déjà subir. C'est-à-dire que concrètement, il y a déjà des agents stressants qui sont, je prends un exemple tout bête, mais la pollution qui peut arriver depuis la côte, c'est déjà un agent stressant que peuvent avoir la filière ostréicole. Et là, l'acidification, c'est un facteur supplémentaire qui va complexifier encore plus ce que la filière va devoir gérer. Donc ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième également facteur qui va venir interagir par rapport à ça, c'est qu'en plus d'acidification, il y a un réchauffement. Et en tout cas, ce qu'on semble montrer, c'est qu'au niveau du réchauffement, probablement lié à ce réchauffement, il va y avoir développement de plus de maladies, donc pour les organismes marins de règle générale. Donc, cet ensemble de choses font que pour les filières ostréicoles, alors bien sûr, on ne sait pas exactement où on va, mais pour des filières qui peuvent être déjà fragilisées pour différentes raisons, ça va complexifier encore plus la survie de ces filières, en tout cas comment les filières vont s'en sortir dans le futur. Ça ne veut pas dire que tout est compromis, mais en tout cas, ça va complexifier leur situation. Alors, Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on a encore le temps éventuellement pour une dernière. Je te laisserai le mot de la fin, Marie. Je te laisse. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, merci beaucoup. Et puis, je dirais à bientôt pour notre forum Climat et Territoire. Le bulletin donc, du Haut Conseil breton pour le climat, tout comme celui d'ailleurs de l'an dernier, pour ceux qui n'avaient pas vu celui de l'an dernier, sont téléchargeables directement sur les pages web du Haut Conseil breton pour le climat. Donc, ce webinaire a été enregistré aussi, et donc on pourra peut-être le diffuser également au cas où vous voyez certaines personnes qui souhaiteraient le revoir ou n'ont pas pu y participer.
Merci beaucoup de votre participation. Je vois que Vincent vient de mettre le lien vers le site en ligne dans le chat, donc n'hésitez pas à télécharger notre bulletin et à le lire dans sa totalité.